Les verbomoteurs. Bonjour et bienvenue au Verbomoteur. Ici votre animateur Simon Lessard pour ce dernier épisode de la saison. Je suis en compagnie cette semaine d'Antoine Malenfant, Benjamin Boivin et Laurence Godin-Tremblay. Ça a passé vite, hein, la première saison des Verbomoteurs? C'est la fin du show. Parle pour toi. Ah ouais, on dort. Non, mais quand même, on a eu du plaisir. J'espère qu'on reprendra ensemble et avec peut-être d'autres chroniqueurs l'an prochain. C'est Tu quoi veux tu nous veux? remplacer? Ouais, qui t'aimerais remplacer, Simon? Hein? Ben, C'est qui ton préféré? on pourrait susciter un sondage bonne parmi idée. tous nos auditeurs. Qui voulez-vous garder? Écrivez-nous. Qui voulez-vous remplacer? En privé. Est-ce que l'animateur Écrivez en est au privé. balotage aussi? Ou Je pense que tout le monde l'est à ce stade-ci. Aujourd'hui, on aura une très bonne émission pour terminer la saison. Durant la prochaine demi-heure, nous discuterons ensemble du scandale suscité par une intelligence artificielle appelée Father Justin aux États-Unis. Une IA peut-elle agir comme conseiller spirituel? Nous reviendrons aussi sur l'enjeu grandissant de l'insécurité alimentaire. Le prix des aliments est-il trop élevé ou les salaires trop bas? Mais tout d'abord, on commence cette émission avec la nouvelle chanson des Cowboys Fringants qui a ému tout le Québec cette semaine. Le 25 avril dernier, les Cowboys Fringants sortaient leur nouvel album Pub Royal, moins de 6 mois après le décès de leur chanteur Carl Tremblay. Le vidéoclip de la chanson La fin du show, qui est une sorte d'hommage aux défunts, cumule déjà plus d'1 million de vues sur YouTube, ayant même talonné Taylor Swift au palmarès canadien cette semaine. Laurence Godin-Tremblay, ce chant du cygne là, de Carl Tremblay, il est très émouvant, mais est-ce qu'il véhicule pas d'une certaine manière une vision de la vie et de la mort un peu problématique? Je pense que oui, c'est-à-dire que la chanson, c'est ça, tu l'as dit, elle a ému tout le monde au Québec. Puis moi, j'avais hâte de l'écouter parce que justement, je voyais les images, les gens disaient c'est impossible de ne pas pleurer en écoutant la chanson. Puis bon, ça paraît peut-être pas, là, mais je suis une ancienne fan des Cowboys Fringants. J'avais le T-shirt Break syndical là, quand j'étais ado. Puis, le t-shirt vert là, avec des écritures jaunes. Oui, c'est ça, avec les petites autos. Ça trahit ton âge. C'est ça. Mais un jour, bon, j'ai pas décroché parce que j'aimais plus ça. Là, c'est qu'avec la philo, des fois, on oublie la musique. En tout cas, donc j'avais très hâte. Puis, mais quand j'ai écouté les paroles, j'ai ressenti quelque chose de différent de la plupart des Québécois. C'est-à-dire que j'ai eu froid dans le dos même, je dirais. Là. Pourquoi, Laurence? Là? Qu'est-ce que les paroles de la chanson véhiculent comme idée de la mort, dans le fond? C'est surtout, je dirais... bon, il y a plusieurs passages, mais c'est surtout les dernières paroles. Là, il y a le cœur qui demande à Carl qu'est-ce qu'il y a après la fin du show, parce qu'il y a une analogie entre la fin d'un spectacle puis la mort. Est-ce que c'est silence radio ou c'est plus cool? Puis finalement, c'est silence radio, parce qu'il répond « Je vous dirai pas adieu, je vais vous dire à néant ». Et là, c'est là que ça s'enchaîne, là, parce qu'il n'y a rien du côté de l'autre... il y a rien de l'autre côté du rideau, il n'y a pas d'enfer ni de paradis. Tout ça, c'est des conneries. C'est ce qui arrive à la fin du show, c'est ce qui arrive à la fin du show. Qu'elle soit extra ou ordinaire, la vie finit de la même manière, on finit tous égaux dans le cimetière, etc. C'est un peu pessimiste ou nihiliste comme vision? Exact. À la fin, il se fait même avaler par l'univers. Bon. Donc, moi, ça m'a laissé un froid dans le dos pour deux raisons. Bon, d'abord, c'est sûr que là, les gens vont me dire « Oui, OK, là, mais t'es catholique, c'est sûr que tu crois à la vie après la mort. » Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est assez commun, en fait, de croire à la vie après la mort si on regarde du point de vue de l'histoire puis des autres endroits dans le monde. Mais si on regarde même du point de vue de l'histoire, si on regarde des gens qui n'ont pas été catholiques, chrétiens, là, ben c'est assez commun. Là. Par exemple, j'ai apporté avec moi Platon, là. Puis dans le dialogue qui s'appelle le Phédon, qui parle de la vie de Socrate, là, ou de sa mort, devrais-je dire. Là, c'est le dialogue dans lequel Socrate boit la ciguë. Socrate, qui est visiblement pas chrétien, là, je veux dire, il arrive avant le Christ, là, il va nous dire que lui, il a bon espoir qu'il y ait quelque chose après la mort, quelque chose de bien meilleur pour les bons que pour les hommes mauvais. Donc, ce serait naturel, c'est pas simplement le fait d'une révélation chrétienne. C'est ça que je veux dire, c'est que ce qui me frappe dans la chanson, c'est que lui, il dit, tu sais, c'est des conneries, puis les gens ont commenté au Québec en disant, bon, j'écoutais Nathalie Petrosky qui disait, il énonce des évidences, là, tout le monde sait que c'est des conneries, le paradis et l'enfer, il nous le rappelle.
Mais il n'y a rien d'évident là-dedans. Là. Je veux dire, qui a la preuve qu'il n'y a rien après la mort? Là? En tout cas, moi, je l'ai manqué. Là. Écrivez-moi à mon adresse courriel. Si c'est des conneries, il y a une majorité de la population, à la fois dans l'histoire et sur la Terre actuellement, qui embarque dans ces conneries-là. Là. Mais c'est quand même parlant de notre société que Nathalie Petrovski puisse dire, et je crois à juste titre, que pour les Québécois, c'est l'enfonçage de porte ouverte. En bon artiste québécois, il reflète quand même l'opinion de notre époque au Québec. Mais il la renforce. La société actuelle. Il la reflète, mais il la renforce aussi. Puis, en même temps, je dis ça, puis... je sais pas comment la majorité des Québécois l'ont reçu la chanson, parce qu'on entend, finalement, ce qu'on entend, c'est les commentateurs, je veux dire, c'est les gens à la radio, c'est les gens à la télé, c'est... Bon, je sais pas si les gens ont été frappés, parce que c'est une chanson quand même déprimante, là, c'est ça, là, même le clip, on voit un changement vers la fin, là, les images sont plus violentes, d'une certaine manière, vont plus vite, montrent un échec, là, tu sais, c'est vraiment, moi, j'imagine... Les jeunes l'entendent ça, là, c'est des conneries, il n'y a rien, puis on se fait juste avaler par l'univers. C'est assez déprimant. Là. Mais Laurence, est-ce que les Québécois n'ont pas été touchés simplement parce que Carl Tremblay est décédé, ça fait peu de temps, on entend sa voix, on sait même que sa femme chante dans cette chanson-là, et que s'il avait dit des paroles différentes, genre « J'ai bien hâte de vous retrouver de l'autre côté dans le gros party de l'éternité », tout le monde aurait autant aimé la chanson. La rime est belle, Simon. Ouais, merci. Tu devrais écrire des chansons. Mais c'est une bonne question. La question, c'est ça, c'est est-ce que, admettons là, que le dernier paragraphe, c'est ça avait été « On va se revoir de l'autre bord, ma femme, mes enfants », est-ce que ça aurait touché autant les gens? C'est sûr qu'il y aurait... Parce que c'est ça qui touche dans sa mort. Là. C'est pas juste... faut le voir. Là. Ce qui touche beaucoup les Québécois, bon, il y a l'aspect qu'il aimait le Québec, qu'il aimait son public, puis tout ça. Mais il y a le fait que c'est carrément... C'est ça, sa conjointe chante dans le groupe, sa conjointe lui répond dans la chanson. C'est son meilleur ami, Jean-François Posé, qui a écrit la chanson. Il y a vraiment une histoire d'amitié forte dans ça, puis qui touche les Québécois. Bon, s'il avait changé les paroles, est-ce que ça nous aurait touché autant? Je le sais pas, là. Moi, je me pose la question, puis vous me direz ce que vous en pensez. C'est sûr qu'il faut voir, Platon, dans La République, dit « Les poètes, c'est des menteurs ». Et quand il dit ça, là, c'est que les poètes sont capables, avec leurs images, avec leur musique, surtout, de susciter beaucoup d'émotions chez nous qui nous font croire que parce qu'il y a de la belle musique, parce que je suis touchée, en plus, ce qui est dit, c'est la vérité. Puis je pense qu'il y a ça, là. Je veux dire, si on lit les paroles à frettes sans la musique... Je trouve que c'est moins convaincant. Moi, c'est ce que j'ai fait, puis je dois dire que j'ai pas été touché, mais j'ai été, disons, bouleversé d'une manière négative par ces paroles-là. C'est ça. Si on les lit à frettes, sans la musique touchante, c'est vraiment pas le même effet. Est-ce que la musique touchante aurait réussi à, disons, à nous faire adhérer à une vérité complètement opposée? Je pense que pour certains, pour beaucoup de Québécois, oui. Peut-être pas tous, là, Nathalie... Petrovski, non. Là, mais... En même temps, c'est un peu un genre. Là, je me souviens à l'époque, je m'en souviens pas, j'étais pas né, mais c'est une chanson qui est bien connue. Tu viens la aussi chanson de trahir ton âge. The Show Must Go On, la chanson de Queen que chante Freddie Mercury. Il venait de mourir. C'est des paroles qui avaient été enregistrées avant sa mort. À partir du seul titre, on peut avoir l'impression que le discours est un peu différent. Et ça avait beaucoup touché parce que ça venait de... Parce que Freddie Mercury venait de mourir. Je pense qu'il y a eu beaucoup de sentimentalisme là-dedans. Puis que le propos de la chanson n'est pas tellement important, finalement, là, dans la réaction que la plupart des gens vont avoir. C'est ça. Donc, toi, tu penses que Carl Tremblay aurait pu dire complètement l'opposé, puis on aurait loué sa chanson? C'est-à-dire, il y a une vie après la mort, puis... Ça dépend. S'il avait tenu un discours assez directement théologique, il y aurait eu des gens pour le contredire, là, mais... Bon, on verra l'avenir sur le long terme de cette chanson qui s'appelle « La fin du show » des Cowboys fringants. Laurence Godin-Tremblay, chroniqueuse pour le magazine Le Verbe, merci beaucoup. Merci, Simon. Le 1er mai dernier, nous avons célébré la fête de Saint-Joseph, patron des travailleurs, qui est aussi traditionnellement marquée par la mise en avant des revendications des grands syndicats nationaux. De son côté, le comité Église et Société de l'Assemblée des évêques du Québec a profité de cette fête pour mettre en lumière l'enjeu de l'insécurité alimentaire qui ne cesse de grandir à travers le monde et même au Québec. Antoine Malenfant, l'insécurité alimentaire, est-ce que c'est surtout un problème, disons, économique ou moral?
C'est les deux. Là. Le problème, c'est qu'on a sorti l'économie de la morale. On pense que c'est des pures mathématiques bien froides, là, mais l'économie c'est une affaire de relations. Hein. On parlait même du commerce à une certaine époque comme étant même un synonyme de la relation. Donc, nécessairement et intimement, c'est une question morale. Je trouve ça intéressant, Simon, qu'on parle que les évêques aient eu l'idée de parler d'insécurité alimentaire le jour de la fête des travailleurs, parce qu'on pourrait penser que l'insécurité alimentaire, c'est l'affaire des itinérants ou des gens qui sont dans une extrême pauvreté. Or, ce que les données nous révèlent depuis quelques années, en fait depuis 2019, surtout, là, il y a une recrudescence épouvantable de ça, c'est que des gens qui ont un travail, qui ont un salaire stable, vivent cette insécurité alimentaire-là. Antoine, est-ce que c'est surtout à cause de l'inflation, donc le prix des aliments est trop élevé, ou parce que les salaires sont trop bas que ces travailleurs-là vivent, selon toi, une insécurité alimentaire? Les causes sont multiples et complexes, là, comme bien des enjeux de société, Simon, mais il y a certainement une convergence de plusieurs de ces causes-là. Ce que tu viens d'évoquer, ce qui vient aussi renforcer beaucoup le phénomène, c'est la crise du logement, le coût des loyers qui a explosé dans les derniers mois. Ce qui fait qu'il y a ce qu'on appelle le revenu compressible, là, ce qui peut... la marge de manœuvre que les foyers ont là, est de plus en plus réduite. Le loyer, il faut que tu le payes. Tu n'as pas vraiment le choix. Ça te prend un toit sur la tête. Et ce qui vient écoper, là, la portion du budget qui rétrécit sans cesse, c'est celle allouée à l'alimentation. Et ça, typiquement, ça veut dire que pour la plupart des gens, déjà, là, des petits luxes de la vie qui donnent un peu son sel à la vie quotidienne, là, ben, déjà, ils sont plus capables de se payer des choses comme ça, aller au restaurant, aller voir des spectacles. Ça prend le bord. Et on entame aussi le nécessaire. Acheter des pâtes, des patates. Là, au Québec, là, dans les 12 derniers mois, en fait, les 12 mois de 2023, c'est un Québécois sur 10 qui, au moins une fois par mois, avait recours à des banques alimentaires. Okay, donc, il y a probablement quelqu'un qu'on connaît autour de nous qui fait la file au moins une fois par mois pour avoir un soutien alimentaire. Est-ce qu'on peut dire qu'il existe un droit humain fondamental d'accès à une alimentation de base? Ben oui. Bon, le langage des droits, là, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy, mais le Canada a signé un protocole en 1976 pour dire que tout le monde devrait avoir accès à de la nourriture, au moins de base. Le problème, c'est qu'en 2010, ils ont refusé de signer l'espèce d'entente qui venait ajouter des conséquences légales à ça. Là. Dans le fond, ils voulaient éviter d'être poursuivis. Le gouvernement voulait éviter d'être poursuivi si jamais il faillissait à la tâche. Là, ce que ça veut dire, finalement, aussi, c'est qu'on reconnaît dans le fait de se nourrir quelque chose de la justice. Hein? On parlait de morale au début de la chronique, Simon. C'est que c'est pas juste une question d'économie. C'est si quelqu'un à côté de moi n'a pas le nécessaire pour s'habiller, se loger et se nourrir, on lui doit justice au point tel que de ne pas lui accorder cette justice-là, c'est nous qui le volons. Et nous, je dis comme société, des fois comme individu, hein, si nous, on a du superflu à côté de quelqu'un qui n'a pas le nécessaire, nous sommes dans une situation de vol. Et c'est ce qu'enseigne la tradition de l'Église. Hein, on recule jusqu'à saint Thomas qui disait des choses semblables. Laurence, c'est vrai? Oui. Mais à ce moment-là, je veux dire, c'est clair qu'il y a du monde qui n'ont pas le nécessaire au Canada, mais ailleurs dans le monde. Fait toi, tu défendrais, on est voleurs de facto, là. On est tous... On est tous voleurs. J'imagine de manière proportionnelle au degré de responsabilité et à notre capacité. Bon, c'est ça. Si moi, je détiens une épicerie, puis là, je voyais dernièrement la mayonnaise passer de 8,49 à 11 $ en l'espace de quelques semaines. Je profite de l'inflation généralisée là, pour gonfler mon prix. C'est clairement un vol. Il n'y a pas d'autre façon de nommer ça. C'est sûr qu'on peut dire, ah ben là, les transports coûtent plus cher, les salaires coûtent plus cher, mais en bout de ligne, ce qu'on constate dans les faits, c'est que les grandes chaînes d'alimentation ont augmenter leur marge, leur profit qu'ils ont dégagé là, dans les derniers mois. Ouais, invisibilisant ces profits-là à travers l'excuse générale de l'inflation. Tout à fait. Que bien des gens acceptent facilement. Mais, tout de même, Antoine, l'insécurité alimentaire, c'est pas le fait que ça me coûte plus cher à aller au restaurant ou à manger de la viande à tous les jours, avoir accès à des produits. On s'est habitué au Québec à un certain niveau de luxe alimentaire. Là, on parle vraiment de gens qui ont rien
à manger. Là. Bon, évidemment, la classe moyenne souffre, là, je mets des guillemets, là, de l'augmentation des prix à l'épicerie. Il faut mais manger là, un peu plus souvent du macaroni. Ben, c'est ça. T'sais, nous, on mange un peu Tofu. moins de steak à la maison, puis c'est peut-être une bonne chose finalement. Mais là, ce dont il est question dans les données que l'Assemblée des évêques a publicisées là, cette semaine, et je vous invite à aller lire leur rapport, là, c'est sur l'AECQ, l'Assemblée des évêques catholiques du Québec, c'est que c'est la portion la plus pauvre qui est en train de grossir. Hein, la portion la plus pauvre au Québec. Cette tranche-là de la population a de plus en plus accès, a de plus en plus besoin d'avoir accès aux banques alimentaires. Ça met une pression sur les banques alimentaires et des organismes. Tout à fait, qui finissent par manquer de stock. Je voulais finir, Simon, là, avec une question. Savez-vous, c'est quoi le droit de glanage? Non. C'est pas dans la Bible, ça, le droit de ramasser un peu les petits fruits des champs sur le bord de la route? Tout à fait. Et chaque producteur, là, en fait, c'est dans le Lévitique qu'on demande ça. Et ça se fait encore aujourd'hui, même en Israël là, ou dans certains lieux dans le monde, où les producteurs laissent une bande d'arbres ou d'épis là, sur le long des chemins sans les moissonner, hein, pour que les passants qui sont dans le besoin puissent les ramasser. Peut-être qu'on pourrait avoir une section à l'épicerie de droit de glanage où les gens peuvent se servir. Peut-être Ou, tout ce qui est passé date ou proche devant de la passé date. maison de chacun. Ou devant chez nous. Ben oui, pourquoi pas. Servez-vous. Il y a des frigos qui existent dans les Puis centres-villes. l'hiver, on a la neige, j'imagine. Pour garder les choses au froid. Oui, c'est ça. Ouais, Parce que l'autre fois, je suis allé chez toi, Antoine, j'ai remarqué que tes ados pratiquent le droit de glanage dans ton garde-manger. Ouais, t'as remarqué ça. Merci de l'info. Antoine Malenfant, tu es rédacteur en chef du magazine Le Verbe. Merci beaucoup. Fait plaisir. Aux États-Unis, un prêtre généré par une intelligence artificielle prénommé Father Justin a été réduit à l'état laïque, entre guillemets, une journée seulement après son lancement par le groupe catholique Catholic Answer, après avoir fait scandale sur les réseaux sociaux. Benjamin Boivin, est-ce que les dirigeants là, du célèbre site Internet Catholic Answer ont manqué de jugement, selon toi, en proposant aux internautes de parler directement avec une IA ayant l'apparence d'un prêtre? Oui, manifestement, je crois. Donc, je vais commencer par dire que Catholic Answer, c'est quand même une bonne organisation. Ils font une œuvre d'évangélisation qui est importante. Ils répondent par plusieurs moyens, souvent assez innovateurs, à des questions que les gens peuvent se poser au sujet de la foi, que ce soit des croyants, des catéchumènes ou des gens qui n'adhèrent pas à la foi. Et je pense que de manière générale, leur œuvre est excellente. Mais c'est ça qui est étonnant. Donc, des gens Oui, qui oui. avaient fait leurs preuves, qui ont manifesté à de nombreuses reprises depuis des années qu'ils ont un bon jugement, ils font une erreur assez grossière. Oui, c'est ça. Je pense que c'est en fait symptomatique d'une attitude qui est généralisée dans nos sociétés à l'égard du développement des technologies. Lorsqu'une nouvelle technologie comme l'intelligence artificielle se pointe, spontanément, ce qu'on a tendance à se dire, c'est bon, ben voici maintenant, il y a l'intelligence artificielle, il faut composer avec elle. Il y a les plus optimistes qui vont se dire, voici une excellente chose, il y a des choses nouvelles, extraordinaires qu'on peut faire avec ça. D'autres un peu plus prudents qui vont se dire, ben, de toute façon, c'est là, il faut agir. Et c'est un peu l'attitude de Catholic Answer, finalement. Ce qu'ils ont dit, c'est, bon, ben, l'intelligence artificielle, maintenant, elle est partout. Il faut créer un produit qui va permettre aux gens d'en bénéficier, d'en tirer le meilleur profit. Mais parce qu'il manquait de ressources ou il manquait de personnel? Ou... Je pense que c'était pour être à la mode. Non. Je pense qu'ils se sont dit... bon, évidemment, il y a Catholic Answers, ils répondent à des questions directement. Là, donc, ils ont des catéchètes qui vont répondre à des questions que posent les gens. Ils n'ont jamais assez de catéchètes pour répondre à toutes les questions qui leur sont adressées. L'une des excuses qu'ils ont données, c'est de dire, bon, ben comme ça, on va pouvoir répondre à plus de questions. Et ils ont créé une interface d'intelligence artificielle qui est assez particulière. Là. On est habitué à échanger à travers un système de clavardage. Là. Ouais. Plusieurs ont utilisé des systèmes de OpenAI et plusieurs autres. L'intelligence artificielle qui était proposée et qui demeure proposée en fait par Catholic Answer, c'est vraiment basé sur le dialogue vocal. Donc moi, je pose des questions avec ma voix à mon ordinateur et une interface visuelle 3D un peu étrange d'un personnage déguisé en prêtre me répond vocalement. Donc, il répond à des questions là, de telle sorte que je puisse l'entendre. Et à la fin de la conversation, ben, je peux en extraire un document et pouvoir le relire plus tard. Qu'est-ce qui a causé scandale, là, après seulement quelques heures, des internautes qui ont dit « ça marche pas, cette affaire-là ». Bon, bien, évidemment, lorsqu'on crée une interface d'intelligence artificielle, on lance une bouteille à la mer et on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Les gens se sont mis à utiliser très rapidement l'intelligence artificielle qui était proposée par Father Justin de manière qui n'était pas anticipée. Notamment des gens qui ont commencé à essayer de recourir au sacrement parce que le personnage... C'était prévisible, non? Ah, mais oui, mais c'est ça, c'était prévisible, mais ça revient un peu à ce que je dis. Je pense qu'ils ont été naïfs. Ils ont voulu faire
un truc à la mode, essayer de faire quelque chose qui allait être populaire, mais ils n'ont pas réfléchi aux conséquences parce qu'ils ont créé un personnage, Father Justin, qui avait certaines caractéristiques scriptées. Là. Donc, on pouvait lui poser des questions sur lui, il devait donner des réponses à partir de là. Et rapidement, les gens se sont mis à lui demander à lui poser des questions qui relèvent davantage Donc, du il a fait conseil. quoi? Il a donné l'absolution? Il a baptisé? Oui. Il y a des gens il y a des journalistes catholiques américains qui ont démontré qu'une confession, entre guillemets, complète était possible. Je peux dire mes péchés, il donne des paroles d'absolution Donc, de il faisait manière... à croire aux gens qui recevaient un sacrement alors que c'était pas du tout le cas. Oui, alors qu'évidemment, ce n'est pas le cas pour plusieurs raisons différentes. La première, c'est qu'il ne s'agit pas d'un prêtre ni d'une personne. Et d'ailleurs, lorsqu'on veut recevoir le sacrement de confession, on ne peut pas le faire par téléphone ou par vidéoconférence. Il faut être en présence. Par intelligence artificielle. Exactement. Ça, c'est Est-ce que lui, c'est il juste peut une pas être en question présence. d'ajustement? Tu sais, c'est une nouvelle technologie. On pourrait dire, ils vont lui dire de plus faire de sacrement, de juste donner des conseils, ou c'est plus profond que ça le problème? Est-ce que vraiment une intelligence artificielle peut nous donner des conseils particuliers sur notre vie à nous? Bon, mais c'est deux choses. Premièrement, ça a été davantage conçu comme un produit catéchétique. Donc, l'idée initiale, c'était vraiment de poser des questions sur la foi. Quelle est la position de l'Église sur tel sujet? Exactement. Puis là, rapidement, comme c'est la figure du prêtre, on a tendance à vouloir lui poser des questions sur tous les problèmes qu'on rencontre dans notre vie. Puis Mon mari m'énerve. Bon, c'est ça. Donc, vraiment, là, qu'il s'agisse, je crois, pour répondre directement à ta question, je pense que c'est pas juste un enjeu de mauvaise utilisation ou de mauvais perfectionnement. Là. Je pense que lorsqu'on cherche à rencontrer la figure du Christ, à rencontrer l'Église, à rencontrer la foi telle qu'elle nous l'est proposée par la tradition, ce dont on a besoin, c'est pas de l'information toute nue, froidement présentée ou un peu réchauffée par la figure artificielle d'un prêtre. Ce qu'on a besoin, c'est d'une rencontre avec une personne, un témoin, une personne dont la vie a été changée par la foi et qui peut nous transmettre, en nous accordant du temps et de l'amour, de la vérité qu'il a reçue à travers l'Église. Et ça, l'intelligence artificielle, aussi bien maquillée qu'elle puisse être en une figure sympathique de prêtre franciscain installé à Assise, elle ne pourra jamais nous donner cet amour-là. C'était un franciscain, en plus. C'était pas un franciscain, c'était un prêtre américain incardiné à Assise, ce qui est une originalité un peu étrange. Mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment comme une espèce de mensonge ou du moins de contre-vérité dans le fait d'entretenir une discussion avec une personne qui est censée nous faire connaître la vérité dans l'amour, mais en fait, c'est pas une personne. C'est presque diabolique parce que le message central du christianisme, c'est de dire qu'on peut entrer en relation personnelle avec Dieu. Et puis là, finalement, on met une fausse personne devant nous. C'est l'inverse d'une relation personnelle qu'on propose. Oui, ça. Puis ça, c'est sans compter le fait que l'intelligence artificielle telle qu'elle existe à l'heure actuelle et probablement pour plusieurs années encore, elle dit beaucoup de choses qui sont fausses. Là. Elle n'a pas seulement un rapport un peu pervers où on a l'impression de parler à une personne, mais il y a de l'information erronée que donne l'intelligence artificielle. Mais au-delà du fond qui serait faux, la manière est fausse. C'est ça. Le medium is the message, c'est que ce qu'est cette personne-là n'est pas une personne. Donc, il y a déjà un mensonge. Mais au-delà de... est-ce que c'est diabolique ou pas, je ne sais pas, mais est-ce que ça veut dire que même une organisation solide comme Catholic Answers, et ça démontre que cette organisation-là, comme la nôtre peut-être, n'est pas à l'abri d'une bulle au cerveau? Moi, je pense qu'on peut... C'est facile de juger, puis moi, je pense qu'il faut vraiment pas tomber là-dedans. Là, c'est facile de dire ce sont des imbéciles d'avoir pensé que c'était une bonne idée de faire ça. C'est pas des imbéciles. Quand même gros, je pense que c'est manifestement... Mais c'était imbécile. Oui, c'était une décision tout à fait Mais ils ne semblent pas avoir appris de leur erreur parce qu'ils l'ont juste réduit à l'état laïque, c'est-à-dire qu'il est encore actif, mais ils ont juste enlevé le col romain. À leur défense, ils ont choisi délibérément de ne pas utiliser cette expression-là, mais quoi qu'il en soit... Est-ce qu'il va se marier? moi, je pense que la morale de l'histoire, c'est que finalement, quoi qu'on pense de ce genre d'innovation-là, le réflexe de la plupart des gens, c'est de les accepter soit comme une bonne nouvelle, soit comme une situation inévitable, et qu'on doit vraiment être capable de réfléchir de manière délibérée et active sur l'utilisation des nouvelles technologies. L'intelligence artificielle, dans ce cas-ci, c'est comme un cas extrême, mais c'est vrai de tout développement technique. Antoine, par diabolique, moi, je voulais dire que le diable est père du mensonge, puis que c'est mensonger que le mode, justement. Peu importe le message, le mode est contraire au message. J'avais bien compris. Mais moi, ce qui est diabolique, c'est le prénom. Non, c'est pas vrai. Ça, on n'en a pas parlé, mais... Ça sera pour une autre chronique. Effectivement, il y a quelque chose là à creuser sur le choix du prénom. D'après moi, ils ont demandé à l'IA quel serait le nom type d'un prêtre américain, puis c'est sorti comme Father Justin. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête, mais je pense que je vais me taire. Sage décision. Merci Laurence et merci surtout Benjamin Boivin, tu es chef de pupitre au magazine Le Verbe. Ça fait plaisir.
suggestions culturelles. Qu'est-ce qu'on devrait écouter, regarder pendant l'été? Hier, ma belle-sœur m'a conseillé un podcast qui s'appelle Croire encore, qu'on trouve sur la plateforme audio de Radio-Canada. Bon, j'ai pas tout écouté, là. J'ai juste écouté le premier épisode. Je sais pas si tout me plairait dans le podcast, si je l'écoutais au complet, mais j'ai été frappée par le premier épisode, Simon, parce que, dans le fond, c'est l'histoire d'une jeune fille, environ 25 ans, je pense. Juliane, c'est le large. C'est ça, qui est convaincue que tous les jeunes sont athées. Puis un jour, par une nuit froide où elle est à Québec, elle veut se réchauffer, elle rentre dans une église, l'église Saint-Thomas d'Aquin à Québec, et elle découvre 250 jeunes en train de prier, en train de célébrer la messe. Et là, elle comprend, OK, il y a encore du monde qui ont la foi. Puis ce balado-là, c'est le récit, en fait, de cette découverte-là. Le récit que, finalement, c'est une question importante, la foi. Elle voyage aussi, puis elle découvre que les gens ailleurs, ils ont la foi, là, dans d'autres religions que le christianisme parfois, mais ils ont la foi. Puis c'est le récit, bon, comment ça, on m'en a jamais parlé? Puis ça m'a beaucoup touché quand elle dit ça. Là. Comment ça que... On m'a jamais parlé de la foi, alors qu'il y a encore du monde qui croit au Québec, puis encore plus à travers le monde. C'est intéressant, c'est comme si la tromperie s'était inversée. À une certaine époque, on disait en m'ayant imposé une religion lorsque j'étais jeune, on m'a trompé, on m'a imposé une vision du monde. Mais là, elle dit, dans le fond, on m'a aussi trompé en me parlant pas que peut-être que Dieu existe, peut-être qu'il y a un monde surnaturel qui existe. C'est une autre caverne, comme dirait Platon. Tu nous rappelles le titre de ce balado? Ça s'appelle « Croire encore, point d'interrogation ». C'est sur audio de Radio-Canada. Elle a gagné un concours grâce à ce balado-là. Merci, Laurence. Antoine, une sortie d'album qui t'intéresse à apparaître prochainement? Ah oui, ça s'appelle Castor. On parle pas beaucoup de jazz au Québec. Il y a de l'excellent jazz qui se produit ici. Tu pourras nous faire écouter un extrait, d'ailleurs, tantôt, là. C'est Marc-Antoine, le nom de famille m'échappe. Guy Rochon, je crois. Guy Rochon, merci. Qui a sorti de l'album. En fait, qui va sortir le 10 juin prochain. Il va y avoir des dates aussi de spectacles. Je sais qui seront à Québec le 16 juin, à Montréal... le 19, non? Le 19, merci. Une chance t'es là, Benjamin. Ça sonne comme un mélange de Brad Mehldau et Bill Evans. Pour ceux qui aiment le piano jazz, ça vient avec... Pas de référence. Ça vient avec guitare, basse et batterie, saxophone aussi. C'est des fois le jazz là, c'est comme un peu inaccessible. Il y a eu toute la vague du jazz fusion là, qui est un peu plus cacophonique. Là, on a du jazz qui est mélodique, qui est accessible, mais qui est quand même très élaboré. C'est du bon stock. Ça s'appelle Castor. Merci. Justement, on va se laisser cette semaine sur le nouveau simple Rosa Mystica de cet artiste de jazz montréalais Marc-Antoine Guy-Rochon, alias Castor. C'est tiré de son premier album Caritas qui sortira le 10 juin prochain. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter, commenter et partager cette émission sur les pages Facebook et YouTube du Verbe Média. Pour tous les détails, visitez letradionverbe.com/verbomoteur. Je remercie Barthélémy Rieu, Marianne Martin et Marie Laliberté à la technique. C'était Simon Lessard à l'animation. On se donne rendez-vous en septembre prochain pour une nouvelle saison des Verbomoteurs.